Bonjour Judith Chelteff, vous êtes l'auteur de plusieurs livres concernant l'homme et son évolution. Pouvez-vous continuer à nous éclairer sur ce que nous sommes en tant qu'être humain aujourd'hui? Bonjour à tout le monde, et c'est bien volontiers que je le fais, parce que ça devient extrêmement urgent et important. En fait, je vais parler pour celui et celle qui sont en éveil actuellement, sans savoir mettre un mot sur ce qu'ils ressentent, ce qui est tout à fait normal. Sans avoir d'écho de ce qu'ils ressentent aussi, sans savoir à qui parler de leur interrogation solitaire. C'est pour cela que je m'adresse au plus de gens possible en faisant un clin d'œil à celui qui commence à sentir des interrogations un peu étranges en lui. Je vais commencer par dire que pour que l'humain devienne un être pleinement heureux, pour qu'il atteigne l'état du bonheur éternel, si vous voulez, sans faille, sans menace, il faut qu'il ne soit pas dominé par quoi que ce soit venant de l'extérieur, sauf à être dominé par lui-même sur lui-même. Ce qui suppose le fait de ne pas être infériorisé. Car si une partie, il faut savoir que si une partie de nous est dominée de l'extérieur, elle atteint une autre partie en nous qui va très vite se sentir, qui se sent déjà peut-être, mais qui va très vite se sentir infériorisée. Qu'il s'agisse de l'homme, qu'il s'agisse de la femme. L'état d'équilibre auquel tout humain, tel que vous êtes, tel que je suis encore, malgré des années de travail sur moi, l'état d'équilibre qu'on souhaiterait est bien loin d'être atteint. À cause de quoi? À cause de l'épaisseur, de l'inconscience. Je sais qu'on parle d'inconscient, mais on ne se rend pas. Il est extrêmement difficile de se rendre compte que c'est un monde dont on ne peut pas soupçonner les limites. Alors donc, on est loin d'être équilibré, de pouvoir atteindre l'équilibre en nous, à cause de l'épaisseur de ce monde d'inconscience dans lequel nous sommes plongés. À un degré tel que la majorité des humains très nombreuses à ne pas avoir la conscience d'être inconscient. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire absent de ce qu'on fait. Vous venez de retirer vos lunettes et de les déposer. 5 minutes après, quand vous en avez de nouveau besoin, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Ah, mais bon sang, où est-ce que je les ai mis? Tu n'aurais pas vu mes lunettes, enfin, par hasard. Bon. Alors, pendant qu'une partie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez plus où vous avez déposé vos lunettes. Bien. Pendant qu'une partie de vous, votre main, agissait, il y a 5 minutes, vous n'étiez pas présent dans votre main. Un autre exemple tout à fait similaire, et il ne faut pas avoir peur de répéter. J'ai perdu mes clés.
Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, hein. J'ai perdu mes clés. Où ai-je mis mes clés? Ça y est, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à fouiller dans les poches, on commence à fouiller dans les sacs, clic, 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 il n'y a pas de bruit de clé dans les sacs. Vous tentez la revue de vos gestes d'il y a quelques secondes, enfin, peu de temps avant. Là, un geste que vous avez fait, vous avez allumé une cigarette, par exemple, malgré les interdits, c'est pas grave. Vous avez allumé une cigarette et vous, là, vous étiez là pour l'allumer. Ça chauffe, ça. Alors, vous allez refaire souvent ce que vous faites. Vous repartez du moment où vous étiez présent et vous allez examiner, souvent vous examinez les moments où, qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce que j'ai fait après, ah oui, je suis descendu, etc. Et vous allez avez des chances de retrouver le moment, le lieu surtout, et même le moment où vous avez déposé vos lunettes. Ça n'est pas un travail facile, cette notion de présence et d'attention constante. Ça n'est pas un travail facile parce que le monde d'inconscience, duquel pourtant nous devons nous efforcer de sortir, dans ce monde-là, quelque chose a escamoté votre présence pendant que vous déposiez n'importe quoi, pendant que vous faisiez un geste dont vous ne vous souvenez plus. Alors, quelque chose a escamoté votre présence, ce qui suppose qu'elle a escamoté, ce même quelque chose a escamoté votre attention, ce qui suppose que ce même quelque chose a escamoté votre concentration, et ça s'appelle la conscience. Donc, quelque chose a escamoté la conscience. En vous, quelque chose a donc escamoté, ça veut dire dominer, puisque vous ne vous souvenez plus. C'est sûr, il n'est pas évident, il n'est pas facile, surtout il est extrêmement difficile de ne pas être dominé par ce monde d'inconscience, duquel pourtant nous devons nous efforcer de sortir, c'est notre rôle. De ce monde d'inconscience, quelque chose a escamoté notre présence, c'est-à-dire notre attention, notre concentration, c'est-à-dire notre conscience. Quelque chose a dominé en vous, en moi, et pour ça, pour que j'oublie mes clés, et pour que je ne sache plus où j'ai mis mes clés, pas besoin pour ça de dictateurs extérieurs qui interdisent que... Non, rien. Rien de ce genre. Mais comprenons bien que en même temps qu'une partie de nous a été dominée, une autre a été infériorisée. Et ça, c'est important. On le verra plus tard. Il a toujours été important pour l'humain de découvrir et surtout d'arriver à voir, mais alors là, c'est le summum, d'arriver à voir ce mouvement constant en soi, s'il s'agit de l'humain, quand on est encore bien humain. Une partie veut dominer, et en même temps, sans que nous en soyons éveillés, elle infériorise une autre partie. Si vous êtes à votre travail, il y avait quelqu'un qui posait une question sur le travail là tout à l'heure. Il n'y a plus personne? Si, il est là. Bon, j'écoute. Quand j'étais en train de poser mes clés tout à l'heure, je pensais à mon travail, à mon boulot. C'est pour ça que je ne me souviens pas où sont mes clés. Est-ce qu'il faut arrêter de penser à son boulot? Ah, dans ce cas-là, oui.
Si vous avez besoin de déposer les clés en même temps que vous êtes à votre travail, les clés, vous les déposez. Bon, vous jetez un œil rapide sur le lieu, l'endroit et le moment où vous les déposez, mais le travail devient présent. C'est au travail que vous accordez votre conscience, mais pas les deux en même temps. Donc quand on est au travail, on est au travail, et quand on pose ses clés, on pose ses clés. Voilà. La connaissance ressentie de ce mouvement, que progressivement on freine quand on travaille sur soi, que progressivement, dans lequel progressivement on n'entre plus, c'est même ce but-là, c'est d'arrêter d'être dominé de l'extérieur et d'arrêter d'être distrait par des idées qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. On finit donc par freiner ce mouvement-là en nous, qui domine une partie, je répète, et qui en infériorise une autre. C'est le ressenti de ce mouvement-là, la reconnaissance et le pouvoir sur ce mouvement-là pour l'arrêter, c'est le connais-toi toi-même de Socrate. Mais l'intelligence de l'humain, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas la largeur suffisante, loin de là, pour se voir agir intérieurement. Si bien que ce mouvement dominant, infériorisé, etc., toujours, enfin le même, l'humain le pratique, oui, il le ressent sans se rendre compte qu'il le ressent, et alors il le pratique, pour le pratiquer, pour y obéir, je dirais, il le pratique, il le projette à l'extérieur. Par conséquent, il a besoin des formes de formes extérieures, de façon à projeter son besoin de pouvoir sur l'autre, sur l'extérieur. Mais, du même coup, il s'infériorise. À force d'avoir peur d'être infériorisé par les forces extérieures qui vont dominer sans qu'ils se rendent compte, l'humain s'affaiblit de plus en plus et devient très dépendant de formes extérieures. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer de nos jours quelles sont les formes qui dominent l'humain. En ce moment, la voiture, le sexe, la drogue, l'argent, vous savez quoi encore, le verbiage intellectuel, vous savez ça tout comme moi. Le connais-toi toi-même de Socrate, c'est se connaître soit pour se dominer, comme vous disiez tout à l'heure, se connaître pour connaître les autres, l'extérieur, l'univers, pour éviter de dominer les autres, pour éviter d'être dominé par les autres. Bon, alors là, il y a trop de choses à la fois. Là, ça demande une vingtaine de cassettes, il y a une quantité de questions en même temps. En tout cas, le premier but, c'est effectivement d'avoir un pouvoir de soi sur soi. Mais il faut que ça s'éclaire progressivement. Vos questions sont un petit peu trop en avance. Or, il y a quelque chose d'extrêmement important à savoir, c'est que nous sommes parvenus à une époque où la planète Terre arrive à la fin d'un cycle très connu en astronomie. C'est un temps où elle est en train de changer, elle est en train de changer ses propres mouvements et leur nature. C'est un énorme changement indicible dont la majorité des gens
n'ont qu'une notion superficielle. Par exemple, le temps change, alors qu'il devait faire froid, la terre se réchauffe, il y a des émeutes, il y a des notions de violence, etc. Ces notions-là, oui, évidemment, les gens les remarquent, en gros, ou les oublient d'ailleurs, mais les gens les remarquent, mais le changement dont je parle, ça c'est superficiel. Mais le changement dont je parle est autrement plus profond, autrement plus important, et contenant des bouleversements qui sont... ça va pas être la catastrophe, ça va pas être forcément le déluge. Je ne sais pas si c'est le 21 décembre, je ne sais plus quelle année, 2012, c'est pas la peine de se préciser tout ça. Mais changement de la Terre, il y a, et changement de la Terre, il y aura. Bon, seulement ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que nous, les humains, nous sommes les cellules de la Terre. Par conséquent, il faudrait comprendre que nous sommes en passe de devoir changer de nature en même temps qu'elle. Sûrement pas la nature extérieure, beaucoup de préférence notre nature intérieure. Ce qui signifie que nous allons devoir apprendre à nous observer et à devenir plus intérieurs et plus intérieurs par rapport à nous et moins dominateurs par rapport à la forme extérieure, par rapport à l'autre, même son voisin, le mari, la femme, le chien, le vélo, l'enfant, etc. Apprendre à être moins dominateur sur l'extérieur, c'est apprendre à se connaître et c'est apprendre à découvrir les premiers éléments d'un bonheur certain. Se connaître, c'est aussi apprendre à reconnaître en nous une complexité, à découvrir en nous une complexité invisible qui est réelle. Nous ne sommes pas que visibles avec ce corps physique, nous sommes constitués d'éléments, même de monde, beaucoup plus larges, beaucoup plus actifs que ce plan physique, que ce corps physique, et nous devons nous instruire peu à peu de cette partie invisible de nous. C'est une partie qui est tout à fait réelle, avec laquelle vous avez contact, mais un contact que vous ne réalisez pas. Et c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une partie qui est, en tant que réelle, n'a pas le même sens que la réalité du physique. C'est évident que si je me tape la tête sur le mur, je vais me cogner, je vais avoir une bosse. Bon, c'est un résultat, bon, il y a une réalité là. Mais est-ce que c'est une réalité qui dure? Ça, pour qu'une réalité soit une réalité, il faut qu'elle dure. Or, dans le monde physique, même si c'est solide, même si ça résiste, même si on se cogne, même si on s'en tue, dans le monde physique, rien n'est solide. Vous avez vu apparaître des empires, des royaumes tout puissants, et puis c'est tombé, et ça a eu une fin. Si je vous demandais des exemples, vous m'en trouveriez tout seul.
On peut prendre l'exemple de Rome, on peut prendre l'exemple du communisme, par exemple. Il est tombé. Il semblait tellement solide et tellement fort, il faisait peur à tout le monde, mais il est tombé. L'humain a peur de ce qui vit à l'intérieur de lui. Et c'est bien dommage parce que c'est l'essentiel de nous. Ça, nous verrons ça plus tard aussi. Ce qui vit, ce que je veux dire, bon, évidemment, on a ouvert le corps physique, on s'est aperçu qu'à l'intérieur, il y avait des organes, il y a un foie, il y a une rate, il y a des intestins, etc. Mais ça n'est pas, c'est à l'intérieur du corps physique, c'est entendu, mais ça n'est pas l'intérieur dont je parle. Ce sont des énergies qui brassent toute cette masse physique, visible par les yeux, et c'est ça dont il va falloir s'occuper et dont il va falloir connaître le rôle. Donc, revenons sur une notion qui va m'amener plus loin. L'humain est absent de ce qui se passe en lui lorsqu'il agit. Il est inconscient. Bon. Si bien que, regardez, alors, ne dites pas que je vais revenir avec les clés, cette fois-ci je vais revenir avec ce que je peux prendre, ma bicyclette. Bon, alors voilà que j'ai perdu ma bicyclette. Mais je l'ai posée quelque part pourtant. Ah, tiens, pas sa place habituelle. Je l'ai posée quelque part, mais je n'étais pas présente, je n'étais pas là. En fait, je n'ai pas vu contre quoi le guidon s'installait. Alors, qu'est-ce que sont ces gestes où nous ne sommes pas, où nous ne sommes pas avec ces gestes pour constater ce que nous faisons? Ce sont des gestes automatiques. Une partie de nous est automatique, dans la mesure où nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. C'est, sauf exception, hein, je ne dis pas que c'est... On dépose toujours ses clés sans savoir ce qu'on fait. Il y a des exceptions. Bon. Et elles comptent, ces exceptions. Elles comptent. Je vous raconterai plus loin, plus tard, pourquoi elles comptent. Elles sont même précieuses. En tout cas, dans l'état humain inconscient où nous sommes, il est impossible d'arriver à être pleinement heureux pour toujours, comme disent les amoureux. C'est pourquoi l'humain s'accroche, ne sachant pas, s'accroche à des formes extérieures, celles d'un autre être humain, celles d'un animal, celles d'un lieu, etc., qui eux-mêmes, ces éléments-là, ces formes-là, alors les formes elles-mêmes ne sont pas éternelles. Toute forme physique a sa fin. Or, il y aura un état vraiment heureux quand l'humain aura ouvert son intellect. L'intelligence de l'humain n'est pas intelligente, elle est intellectuelle. Qu'il s'agisse d'un boulanger, qu'il s'agisse d'un fabricant de bateaux, qu'il s'agisse d'un professeur d'université, quoique là, il y a un petit doute, je devrais apporter. Mais dans l'ensemble, pour l'humain, l'intelligence est intellectuelle. Et quand l'humain aura ouvert son intellect en dépassant la conception limitée de ce qu'il se croit, en fait, il se croit à la fois plus grand et plus petit qu'il n'est. Ça s'appelle exister, ça ne s'appelle pas être. Être, ça c'est divin. Quand c'est humain, c'est exister. Et être, c'est le bonheur. Le fait d'être absent, de rêver,
d'être ailleurs, de se vouloir ailleurs, de vouloir dominer à l'extérieur, d'avoir 36 maisons et de voitures, etc. En fait, celui qui accumule les formes extérieures a une partie de lui, infériorise une partie de lui. Le fait aussi de se comparer à d'autres, alors, accentue l'infériorisation, sans que ça se sache, accentue l'infériorisation et développe la peur. Pour prendre le chemin du bonheur, je répète, il faut que l'humain soit dominé de lui-même, par lui-même, à l'intérieur de lui, c'est-à-dire savoir, connaître ce que sont ces énergies qui le manipulent, qui le manient, qui jouent leur rôle, non pas qu'ils manipulent, mais qui jouent leur rôle à l'intérieur de lui. Là, il y a une maîtrise à trouver de soi sur ces éléments intérieurs. Alors, si on fait un travail dans ce sens-là, ce travail nous amène peu à peu à effacer l'infériorité, c'est-à-dire la mauvaise opinion qu'au fond, on ne le dit pas, mais la mauvaise opinion qu'on a de nous. Au fond, on n'est pas très fier. Ah, ça ne se montre pas, mais au fond, on se trouve, comme a dit là il n'y a pas longtemps, je me trouve moche. C'est l'infériorité dont je parlais depuis le début. Et donner de la hauteur progressive à cette partie infériorisée, c'est ça, le travail sur soi. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Et c'est très possible. Et nous verrons plus tard en quoi consiste cette partie qui peut travailler et qui peut avoir la maîtrise sur des pensées, disons-le tout de suite, sur des pensées qui se complaisent, je dirais, à s'inférioriser. Et parce que si on s'infériorise, bien sûr, on va souffrir de solitude, mais on peut être victime aussi. Ah, des fois, la victime intéresse. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas un intérêt à rechercher. Pour prendre le chemin du bonheur, je répète, il faut que l'humain soit dominé uniquement par lui-même, à l'intérieur de lui-même. Ce qui l'amène peu à peu, j'en suis témoin, je peux vous le dire, qui l'amène peu à peu à effacer la mauvaise opinion qu'au fond il a de lui. Et c'est ça l'infériorité. C'est ça le travail sur soi. Et ce travail-là, de se regonfler, j'allais dire, mais de freiner, de diminuer la mauvaise opinion qu'on a sur soi, c'est très possible. Et nous verrons plus tard comment et en quoi consiste ce lui sur lui-même. Pour prendre le chemin du bonheur, il faut que l'humain prenne contact avec l'immense partie de lui qui est invisible. Ce moment, c'est extraordinaire, mais ce moment est en train d'arriver à condition pour l'humain qu'il dépasse ses étroitesses, notre très grand égoïsme et le quelque chose d'invisible qui nous domine intérieurement, c'est-à-dire nos pensées courantes. Plus il résiste à ce changement de pensée, c'est-à-dire de raisonnement, plus il souffre et plus il va souffrir. L'infériorité, la mauvaise opinion de soi, le rend orgueilleux, c'est-à-dire dominateur.
c'est ce qui doit changer en nous, en même temps que la Terre va changer, ou que la Terre est en train de changer, donc le mouvement est déjà commencé. Et comme il y a résistance chez l'humain qui ne comprend pas, étant donné notre intelligence limitée, elle est intellectuelle seulement, la Terre réagit, l'énergie de la Terre est en train de réagir par la colère et par une violence qu'elle va pour l'instant, qu'elle est encore freinée pour déployer, mais qu'elle va déployer. Pas seulement chez certaines populations, chez un peu tout le monde. Pour travailler sur soi, pour travailler en soi, à l'intérieur de soi, il va falloir apprendre bien des choses. À savoir, par exemple, comment nous sommes faits réellement pour commencer. Qu'est-ce que l'ego, par exemple? C'est un mot qui court, mais c'est un mot. Mais il représente quoi? Les émotions. Est-ce qu'on sait toujours reconnaître l'émotion? Ah ben ça, c'est pas sûr. Les émotions sont-elles valables? Etc. Il y a des connaissances indispensables à acquérir. Si l'ego est un ennemi, il faut savoir pourquoi et comment lui répondre en fonction de ce que vous en connaissez ou de ce que vous en avez déjà connu. Si c'est un ami, la même chose. Il faut lui répondre en fonction de pourquoi c'est un ami. Si vous êtes mûr pour cela, sa connaissance est une délivrance. Mais comme pour les fruits, il y a un temps de mûrissement. Un temps de mûrissement nécessaire, c'est-à-dire pour que nous nous découvrions plus large, plus apte à être aimé et à aimer, malgré nos petitesses. Et voilà pour aujourd'hui. Dans la mesure où nous nous entendrons, quelques-uns d'entre vous et moi, sachez que j'ai l'intention de continuer, de développer de futures vidéos dans ce sens.